Le cap fatidique de l'an 1000 était dépassé et le monde existait toujours. N'était-ce point la moindre des choses que de remercier Dieu en multipliant les pèlerinages vers Jérusalem. Pourtant, grands et petits seigneurs continuaient à s'affronter en de stériles combats, tandis que les populations européennes, pour la plupart, connaissaient misère et famine. En 1095, au fond de leur sombre château, que ce fût à Bouillon, à Boulogne, à Gand, à Tarente ou à Toulouse, comtes et barons se remirent à fourbir leurs armes et à lever des troupes, mais cette fois, dans un dessein plus généreux. Le pape Urbain II venait de lancer un appel à la chrétienté pour la délivrance du Saint-Sépulcre que les Byzantins s'avéraient incapables de reprendre aux Arabes. Pour la première fois, le monde occidental partait à la conquête d'horizons lointains. De 1098 à 1291, les rivages du Levant verront débarquer les croisés par vagues successives et avec des fortunes diverses. Devant Byblos, que les anciens considéraient comme la plus vieille cité du monde, c'est Raymond de Saint-Gilles qui se présenta en 1104, aidé par les Génois. Comme il se devait, c'est en style roman qu'ils édifièrent l'église Saint-Jean. À remarquer qu'une partie du plan ne correspond pas à l'orientation prévue par les règles liturgiques, faute corrigée d'ailleurs par un changement d'axe dans la moitié nord de l'édifice. Simple erreur ou désarroi de ces hommes livrés à leur bonne volonté, si loin de chez eux. Sans doute savait-il que Byblos avait été une des cités les plus florissantes de Phénicie, d'où les hardis navigateurs entretenaient le commerce avec l'Égypte. Mais avait-il idée, ces fougueux croisés, du nombre de civilisations qui s'étaient succédées sur ces rivages et dont les origines se perdent dans la nuit des temps? Ils croyaient s'y établir à tout jamais et ne parvinrent à imposer que 150 ans de domination chrétienne. 150 ans en regard de 7000 ans d'histoire. Il fallait, pour défendre la ville des murs épais, construire le plus vite possible. Pour édifier le château, ils choisirent un site qui avait déjà été fortifié au IXe siècle par les Fatimides. Pour bâtir l'énorme donjon central entouré de remparts, eux-mêmes flanqués de 4 tours, ils firent main basse sur des vestiges de temples romains et de bâtiments perses. C'est cet ouvrage que la mort dans l'âme, en 1266, les derniers défenseurs assiégés par Bébert abandonnèrent par une nuit d'orage. Ils laissaient derrière eux le souvenir d'une courte période de prospérité pour Byblos, rebaptisé Giblet, et des monuments qui allaient rejoindre les vestiges laissés par leurs prédécesseurs, nécropoles phéniciennes et colonnes romaines. Champ de fouilles immense également à Tyr. À Tyr, ce sont les bourgeois de Venise qui vinrent au secours des croisés, commandés par le doge en personne. De la cathédrale ne subsistent que des débris majestueux mais épars. Dans cette cathédrale, pourtant, furent célébrés de nombreux mariages princiers et royaux. Henri II y fut sacré roi de Jérusalem. Frédéric Barberousse y aurait été inhumé. Enfin, c'est dans la cathédrale de Tyr également, qu'emporté par la colère, l'évêque de Sidon prononça un jour l'excommunication du grand maître et de tout l'ordre des Templiers, au grand mécontentement du pape Innocent III. Lorsque les musulmans reprirent la ville en 1291, ils la détruisirent entièrement et exploitèrent ses ruines comme carrières, et ceci explique cela. Par contre, les fouilles ont restitué le souvenir d'un passé bien plus lointain. Tyr, qui résista pendant 13 ans aux attaques de Nabuchodonosor, pendant plus de 7 mois au siège d'Alexandre le Grand, connut bien des envahisseurs pour renaître chaque fois au statut de brillante métropole commerciale. Un immense hippodrome avec sa spina centrale, ses galeries, ses gradins, prouve l'importance de la ville à l'époque romaine.
Tandis que là-bas, sur un mur, les graffitis disent plus modestement la joie d'un pèlerin ou le dernier message d'un croisé avant l'assaut final. Énormes à Sidon, les tours du château de terre décidé par Saint-Louis dominent encore la ville. C'est que même la période franque de Sidon fut extrêmement tourmentée. Conquise par Baudouin Ier, frère de Godefroy de Bouillon, vaincue par Saladin, reprise par les croisés, démantelée encore par les Sarrasins, la ville fut reconquise enfin par le roi de France. Parmi les conséquences entraînées par les croisades, chacun s'accorde à ranger le développement de la navigation. Ainsi, au XVIe siècle, les marchands de Marseille venaient si souvent sur ces côtes qu'ils construisirent au cœur de la cité un comptoir fortifié qui fut baptisé le Khan des Français. Mais le plus impressionnant des châteaux de Sidon est celui dit de la mer, bâti sur un îlot. Quand les croisés décidèrent de mettre le port en état de défense, ils le firent avec un tel élan que les deux premières tours et le rempart furent élevés en moins d'un an, construits en partie, il est vrai, avec des matériaux antiques, comme en témoignent les tambours de colonnes fichés dans les murailles. Le site est particulièrement éloquent, qui dit l'aventure et les grandes pages d'histoire. Jésus, selon saint Marc, s'arrêtant à Sidon, et saint Paul y faisant escale. Vaisseaux de Norvège et de Venise bloquant le port pour permettre à Baudouin d'occuper la ville. Même Luc, entreprenant la construction d'une chaussée pour s'emparer de la forteresse. Templiers transportant leurs trésors et essayant encore de se maintenir au château de la mer alors que tout était perdu. À la manière occidentale, mais avec de meilleures raisons peut-être, les seigneurs chrétiens avaient couvert le pays de châteaux forts. Mais de nombreuses abbayes furent édifiées également, dont celle de Telman, qui date du XIIe siècle, expression du désir de recueillement dans ces régions qui connurent surtout les alertes et les massacres. Tripoli, où la volonté de résistance à tout prix, symbolisée par les immenses murailles du château que fit bâtir Raymond de Saint-Gilles. Base d'attaque lors du siège de la ville pendant la première croisade, un des derniers bastions qui résista aux Mamelouks. En 1289, c'est une armée de 140 000 hommes qui se lance à l'assaut de cette forteresse. Le combat fut atroce, les massacres impitoyables, de part et d'autre. Pourtant, avec les croisés, le commerce avait été prospère, l'industrie florissante, les écoles de philosophie et de médecine brillantes. Oui, pourtant. Sur les ruines de Tripoli, triple pour les Francs, les musulmans élevèrent une nouvelle ville. Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de songer à ce qu'écrivait Fouché de Chartres peu après la première croisade. Nous qui avons été des Occidentaux sommes devenus des Orientaux. Celui qui habitait Reims ou Chartres se voit citoyen de Tyr ou d'Antioche. Nous avons déjà oublié les lieux de notre naissance. Tel a épousé une femme qui n'est point sa compatriote, une Syrienne ou une Arménienne, ou même une Sarrasine qui a reçu la grâce du baptême. Tel est entouré de ses neveux ou petits-neveux. Ils parlent des langues différentes et sont déjà parvenus à se comprendre. Les idiomes les plus divers sont désormais communs à l'une et l'autre nation et la confiance rapproche les races les plus éloignées.
Beau rêve qui, malheureusement, ne fut pas toujours à l'image des actes posés par les personnages les plus puissants. En tout cas, ce que les Romains avaient fait avec les monuments perses, ce que les chrétiens avaient fait avec les monuments romains, les musulmans le firent avec les monuments chrétiens. Ainsi, par exemple, la mosquée de Télan, à Tripoli, fut-elle bâtie avec les débris de l'église des Carmes. Est-il venu le temps où toutes les civilisations pourront enfin se côtoyer dans un égal respect les unes pour les autres?